de Europe Afrique TV, auditeurs amis de Europe Afrique Radio, bonjour chez vous et merci de nous suivre. 20 ans d'existence, ça se fête, 20 ans au service des populations, des hommes et des femmes venant de tous horizons, notamment ceux issus de l'immigration et de la diaspora. La RIFEN, puisque c'est de cette organisation qu'il s'agit, dans le cadre de la célébration de ces 20 ans d'existence, nous reçoit pour ensemble faire le bilan et surtout parler de perspectives d'avenir. Je reçois donc Madame Eliane Aïssi, présidente de la RIFEN. Juste le temps pour moi de rappeler le cadre de cet entretien qui n'est autre que le siège de la RIFEN. Madame Eliane Aïssi, bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Et merci de nous recevoir dans vos locaux pour cet échange. Je le disais d'entrée, 20 ans d'existence, ça se fête. Comment, en tant que fondatrice et présidente de cette organisation, vous vivez et analysez cette célébration, ces 20 ans d'existence? D'abord, je tenais à vous remercier d'être venu jusque dans nos locaux pour parler de ces 20 ans. 20 ans, c'est beaucoup, c'est peu, mais c'est beaucoup aussi. Faut voir un peu l'évolution des choses. Là, nous parlions des 20 ans de la RIFEN Nord-Pas-de-Calais, parce que le national est né en 1990. Donc, il est essentiellement question là de la RIFEN Nord-Pas-de-Calais. Alors, 20 ans, je dirais, les choses ont évolué, certes, pas forcément dans le sens que je souhaiterais. Il y a eu des améliorations, il y a eu beaucoup d'actions posées. Je pense que de ce côté-là, sans nous jeter des fleurs, nous avons essayé de faire ce que nous pouvions avec les moyens dont nous disposions. Mais mon ressentiment, c'est surtout par rapport à la situation des ressortissants dont nous parlons, des pays dont nous parlons, c'est-à-dire les ressortissants d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et particulièrement les femmes. C'est de voir que malgré toutes les actions que nous posons pour essayer d'améliorer le vivre ensemble quelque part, la connaissance de l'autre, la connaissance des droits, c'est que malheureusement il persiste encore pas mal de méconnaissance de nos droits, pas mal de difficultés de nos femmes à s'insérer dans la société d'accueil. Et c'est surtout cet aspect-là qui me désole un peu, le fait qu'un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes attachés, donc nous avons essayé, nous nous sommes confrontés à ces différents problèmes, nous avons essayé d'apporter des solutions, mais il y a des choses qui persistent encore. La question donc des discriminations, la question de l'exclusion de ces femmes, la question des violences subies par ces femmes. On aurait souhaité qu'à ce jour, que les choses disparaissent, il ne faut pas rêver, tout en étant très optimiste de nature, mais au moins je pensais qu'après 20 ans, ces difficultés persisteraient moins. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nos actions sont multiples. Il y a des côtés positifs, on peut en parler, mais il faut dire qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail à mener. Quel a été le déclic qui vous a amené à la création de cette organisation, la RIFEN, et surtout le but recherché? Alors le déclic, disons qu'au départ, la RIFEN avait été créée dans le but de valoriser l'image de la femme noire, il faut appeler un chat un chat. Nous étions donc 6 femmes, 2 des Caraïbes, 3 d'Afrique subsaharienne, 4 d'Afrique subsaharienne, après une manifestation de la FETRANI à Paris. Donc nous avons fait des constats, vous savez, on se retrouve, on discute, chacun parle de ses peines, de ses joies. Et c'est là où nous nous sommes confrontés à cette triste réalité de l'exclusion, des discriminations, des préjugés dont étaient victimes les femmes, encore que j'aime pas trop le mot victime, c'est-à-dire les préjugés qu'on nous collait en fait, et aussi des difficultés que certaines d'entre nous avaient à l'époque pour s'insérer sur le plan professionnel.
Et nous, après nos échanges, on était beaucoup plus jeunes, bien sûr, et on croyait, faut dire les choses comme elles sont, que en fait, ce rejet, ces discriminations étaient essentiellement liées à la méconnaissance de l'autre, au fait que les gens ne nous connaissent pas, nos vraies valeurs, et que c'est ce qui générait, en fait, c'est cette méconnaissance qui était la cause de ces préjugés. Et donc, très simplement, on s'est dit, en essayant de valoriser l'image de ces femmes, de montrer ce qu'elles font de positif, de beau, faire des expositions. Donc, ça a démarré comme ça, tout simplement, pour montrer le côté positif, donc tout ce qu'elles pouvaient, toutes les femmes qui réalisaient aussi bien sur le plan économique, artistique, etc. Montrer au grand public qu'en fait, la femme noire, qu'elle soit originaire d'Afrique, des Antilles ou autre, que ce n'était pas du tout celle que les représentations qu'on faisait de nous n'étaient pas du tout la réalité. Donc c'était parti comme ça en fait. C'était notre premier souci, mais naturellement, dans nos objectifs dès le départ, notre souci c'était de favoriser, de tout faire pour que, en faisant reculer ces préjugés, permettre donc une valorisation et une meilleure insertion de ces femmes sur le plan socio-professionnel, de façon à favoriser le vivre ensemble. Et puis, disons, en même temps, créer une chaîne de solidarité entre toutes les femmes. Apprendre aussi, donc, faire connaître aux femmes qui méconnaissent aussi leurs droits, parce que là aussi, nous l'avons vu, que souvent, nous fautons aussi par méconnaissance de nos droits. Donc, les informer de ces droits, de façon à ce qu'elles puissent les faire valoir, parce que je me souviens très bien, à l'époque, on disait qu'on nous donne les mêmes droits et nous montrerons ce dont nous sommes capables. Et aussi, notre premier slogan, c'était c'est pas la peine de pleurer pour nous, nous ne sommes pas des victimes. Si on nous octroyait les mêmes droits, et nous avons nous avons aussi les mêmes capacités que les femmes occidentales, sinon des fois même. Mais voilà, donc c'était parti de là en fait, montrer que nous sommes aussi à même de faire de belles choses, que contrairement à ce qu'on avait et qu'on continue, que certains continuent de s'imaginer, parce que ça ne concerne pas que les femmes. L'immigré est là juste pour venir piquer le boulot, et les femmes encore, c'est encore pire puisqu'elles ne savent faire que des gosses pour avoir des allocations. Et là, nous revendiquions cet aspect parce que disait, nous savons faire des enfants, de beaux enfants, mais nous savons aussi leur donner des valeurs, et dans le même temps, le fait de faire des enfants ne nous empêche pas de mener une vie, disons une vie publique, une vie professionnelle, si tant est qu'on nous donne cette opportunité-là. Donc c'est parti de ça en fait. On imagine que ça n'a pas été facile. Est-ce que, comme la plupart des associations ou organisations non gouvernementales, vous avez eu du mal à mobiliser des personnes ressources autour de votre projet en ce qui concerne la mise sur pied de la RIFEN? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Bon, les femmes que nous étions, et que nous sommes d'ailleurs toujours, bon, malheureusement, il y a une qui nous a quittés il y a presque 10 ans. Nous avions la volonté vraiment d'avancer. Nous avions la volonté d'avancer. C'est vrai que nous nous sommes heurtés à des difficultés déjà au sein de notre propre communauté, parce que oser parler de droits des femmes, donc les femmes ont des droits, les femmes vont faire valoir leurs droits, et puis c'est vrai que autour de la table, nous étions toutes des femmes intellectuelles entre griffes, mais nous avions à cœur, disons, le souci d'entraîner avec nous toutes nos sœurs, quel que soit, disons, leur niveau, je dirais pas intellectuel, niveau de scolarisation. Mais à l'époque, il y avait des hommes qui disaient, voilà, elles sont là pour, au lieu, à travers l'émancipation, on voyait le fait de dévergonder les femmes, etc. Donc au début, c'était mal perçu par certaines personnes de notre propre communauté.
sont des femmes intello qui viennent avec les questions de droit, de lutte contre les violences, etc., pour venir en quelque sorte perturber nos gentilles femmes soumises entre griffes. Et donc voilà, on a eu ces difficultés-là. Et à côté de ça, même au sein de ces femmes dites intellectuelles, c'est vrai qu'il y avait des réticences. Et vous savez, à partir du moment où il est question de bénévolat, de regroupement, il y a ceux qui disaient oui, quand les femmes elles se retrouvent, après il y a c'est pour qu'il y ait des histoires, etc. Donc il y a tellement de fausses idées qui circulent, vous savez, dans ces cas-là. Mais je pense que très rapidement, même des hommes qui au départ étaient réticents, ils ont vu que nous, notre souci, c'était de créer des situations, de faire en sorte que les femmes se retrouvent dans des situations telles qu'elles soient épanouies, qu'elles soient plus épanouies. Et moi, je suis persuadée, je pense que vous l'êtes avec nous, persuadée qu'une femme épanouie, eh bien, elle mènera à bien son foyer. Elle éduquera avec beaucoup plus de tranquillité, de quiétude ses enfants. Et puis, tout ce que nous, on demandait, ce n'était pas des droits pour des droits, c'est tout simplement le droit au respect de l'autre, que ce soit une femme, un enfant, un adulte, tout ce que vous voulez. Tout être humain, pour nous, avait besoin et avait droit à ce respect. Et nous, c'est ces droits-là qu'on revendiquait. Et d'ailleurs, nous le disions aussi quand on nous jette à la figure, oui, avec vos histoires des droits des femmes, moi je dis toujours, mon combat personnellement depuis le collège, c'était se battre pour les droits humains, parce que tout être humain doit être respecté. Et malheureusement, comme les femmes qui représentent la moitié de ces humains sont justement celles qui voient leurs droits les plus bafoués, c'est ce qui fait que, en fait, on se positionne par rapport à la défense de ces droits-là. Et quand on parle de droits, il ne faut pas non plus voir que les droits, parler de questions de violence, de lutte contre des pratiques traditionnelles, etc. Il y a des droits tout simples. Le droit à un logement décent, c'est un droit. Le droit à un travail, c'est un droit. Le droit à bénéficier de soins, ce sont des droits humains. Je dis la déclaration des droits de l'homme, nous faisons partie des humains et il n'y a pas de raison que ces droits-là ne nous soient pas appliqués. Donc notre combat se situe sur tous ces plans-là en fait. À quelques jours de la célébration donc, de votre 20e anniversaire, quel est selon vous l'impact de votre organisation, la RIFEN, sur les hommes et les femmes issus de l'immigration ou de la diaspora résidant dans la région des Hauts-de-France, ex-Nord-Pas-de-Calais? Mais disons que je pense quand même qu'actuellement nous avons une reconnaissance. Qu'on le veuille ou non, la RIFEN est reconnue. Peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, mais la RIFEN est reconnue dans le Nord-Pas-de-Calais. Quand on voit le nombre de femmes ou de familles qu'on nous envoie, avant-hier, il y avait une famille, c'était bien 6 dans ce petit bureau. Donc quand on voit le nombre de femmes et de familles que nous envoient, des fois même des structures, des institutions qui ont pignon sur rue, pour que nous essayions de débrouiller leurs problèmes, les problèmes divers. Quand on voit aussi des établissements qui nous font appel pour faire de la médiation entre parents, enfants et écoles, quand on voit les témoignages, parce que là aussi, le vendredi soir, nous allons mettre en place une exposition, il y aura quelques témoignages, mais il y a énormément de personnes qui nous envoient soit des SMS ou des mails ou même des messages en disant voilà, vous avez permis, grâce à vous, voilà, on a pu avancer. Donc je pense quand même que nous avons apporté quand même notre petite pierre d'un côté à l'émancipation de certaines femmes, à résoudre un certain nombre de problèmes, parce que ne faut pas non plus voir que les questions de papier. C'est vrai que nous avons permis à un certain nombre de femmes d'avoir, disons, une situation administrative régulière pour pouvoir travailler, parce que là aussi, vous savez, c'est très important de pouvoir être indépendant
économiquement. Et en ce qui concerne les femmes, être indépendantes, je pense que c'est vraiment indispensable pour pouvoir mener à bien un certain nombre de choses. Nous avons aussi, quand on parle du personnel, des travailleurs sociaux, médicaux, associatifs, à travers nos journées de sensibilisation aux logiques fondamentales des dynamiques sociales africaines, nous avons pu apporter notre pierre là aussi. Le nombre de personnes, parce qu'au départ, je vous ai parlé donc de toutes ces discriminations dont nous étions l'objet quelque part. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font délibérément, on sait très bien, des racistes, il y en a partout, il ne faut pas se voiler la face, mais il y a aussi des gens qui le faisaient par méconnaissance de l'autre en fait. Et ces personnes, ces travailleurs dont je parle, qui accompagnent les nôtres, là aussi nous avons un certain nombre de retours. Le nombre de personnes qui après les formations disaient « Tiens, je comprends mieux la réaction de telle ou telle famille que j'ai eu à accompagner. » Effectivement, je n'avais pas vraiment la maîtrise, la connaissance de cet aspect des choses. Donc nous passons que là aussi, et ça dès le départ, nous avions, parce qu'au départ nous avons souhaité travailler directement avec les personnes issues de notre communauté, mais vous comprenez bien qu'avec nos petits moyens, on ne pouvait pas toucher tout le monde, et je vous ai parlé déjà des réticences au départ. Et tout de suite, nous sommes dit, ce serait certainement bien déjà d'approcher les travailleurs sociaux, puisque quand il y a des difficultés au sein des familles, c'est à ceux-là qu'on fait appel d'abord. Et ceux-là, des fois, pêchent tout simplement par méconnaissance de notre culture. Il n'y a pas une culture africaine, ça il ne faut pas se voiler la face, mais il y a des bases communes. Donc nous avons essayé et nous continuons d'essayer de mettre tous ces travailleurs sociaux médicaux, parce que dans l'accompagnement aux soins, tout récemment il y a eu ce colloque avec le GLDR par rapport à l'accompagnement, disons, à l'impact de tout ce qui est culturel sur l'accompagnement en matière de soins, en matière de santé et en matière sociale, l'accompagnement social. Et disons que de leur apporter, disons, quelques éclairages, là aussi, je pense que c'est quelque chose de positif et nous avons des retours qui sont très encourageants en la matière. Malheureusement, nous ne multiplions pas autant que nous l'aurions souhaité ce genre de journée de sensibilisation, toujours faute de moyens de bras, puisque pour le faire, nous faisons bien sûr appel à des spécialistes, des sociologues, des psychiatres ou psychologues, etc. Et le plus, c'est que nous avons toujours des membres de l'association pour témoigner, disons, du vécu, pas rester uniquement dans les théories ou dans l'aspect théorique, mais il y a toujours des ateliers pour ancrer dans la réalité. Vraiment, nous sommes, disons, des personnes de terrain, donc pour essayer de faire en sorte que les difficultés que ces personnes rencontrent dans l'accompagnement des nôtres soient quelque part aplanies ou, disons, clarifiées. Donc, il y a tous ces aspects-là. Je dirais aussi en matière de... Parce qu'il y a des luttes que nous menons aussi contre des pratiques, disons, culturelles, coutumières, disons, qui portent atteinte à l'intégrité de la femme, pour ne pas les citer, toutes les questions de mutilation, de mariage précoce. Nous intervenons même au sein d'établissements scolaires. Et le but, c'est pas de révolter ou de... Non, le but ici, c'est du côté donc des professionnels, c'est leur faire comprendre les aspects, disons, sociaux de telles pratiques, parce que la réaction, souvent, comment des mamans qui ont subi ça peuvent se permettre quelque part, c'est nous sommes les sauvages qui continuons à perpétuer sur nos enfants des... Mais non, tout ceci a une signification. Maintenant, est-ce qu'il faut continuer? Là aussi, c'est non. Donc, il y a un travail à faire. Et ce travail, nous essayons de le faire du côté des professionnels,
Et le fait d'apporter des éléments aux professionnels leur permet, quand ils sont en présence de femmes qui ont eu à subir ces pratiques-là, de savoir la conduite à tenir, par exemple, par rapport aux accouchements. Donc là, nous travaillons en partenariat avec des gynécos, etc. Pour qu'ils puissent avoir la conduite à tenir, ne pas laisser la femme se déchirer, par exemple, anticiper, etc. Et puis aussi à ne pas avoir ce regard inquisiteur, ce regard qui juge. Donc leur faire comprendre, oui, moi je vais même jusqu'à dire, il y a eu des mutilations, des excisions en France, tout simplement, et en plus pratiquées par des professionnels de la santé. Donc ce sont autant d'éléments que nous, pour essayer d'éclairer un peu par rapport à notre culture. Et du côté des nôtres, c'est essayer de leur montrer les aspects négatifs de telles pratiques. C'est pas s'insurger pour s'insurger contre une pratique coutumière, pas du tout. Nous sommes très proches de nos racines, très proches des valeurs, disons, de nos valeurs traditionnelles. Et d'ailleurs, nous avons souvent des rencontres autour de l'éducation de nos enfants et de l'importance, disons, de leur passer certaines valeurs de chez nous qu'il ne faut pour rien au monde abandonner. Mais à côté de ça, des pratiques qui n'apportent rien de positif et qui n'apportent que des nuisances, ensemble, nous essayons de travailler pour voir comment faire comprendre à celles qui continuent les effets négatifs et pourquoi il faille laisser ces pratiques-là. Parlons un peu du nerf du combat à l'argent. Comment la RIFEN a-t-elle réussi à s'imposer comme organisation de référence? Est-ce à dire que votre organisation bénéficie de grands soutiens, notamment financiers, de mécènes cachés quelque part? On aurait tellement souhaité. On aurait tellement souhaité, en bonne béninoise, j'aurais dit, nous tenir vaudou, que ta bouche, que tout ce qui vient de sortir là soit bénédiction et réalité. Pas du tout. Nous avons connu et nous continuons à traverser des périodes pas faciles du tout. Vous pouvez, il n'y a rien à cacher, hein, quand vous venez à nos AG, les chiffres de nos budgets sont publiés. Hein, on n'a jamais dépassé les 100 000 euros. Et on en est même très loin. Bon, si on valorise, disons, les apports des bénévoles, les apports des villes, par exemple, ce local nous est mis à disposition par la ville de Villeneuve-d'Ascq, que je remercie au passage, et ça a été évalué, par exemple, à 7 500 euros. Bon, si on valorise tout ça, mais jamais, et je pourrais vous dire qu'on a eu des années très difficiles où du jour au lendemain, nous nous sommes vus des subventions supprimées. Hein. Ça a été le cas de l'ARS, ça a été le cas de la région. Et le plus choquant dans l'histoire, c'est qu'on vous supprime des subventions et après, vous avez des dames qui se présentent ici. On a été envoyé par telle structure. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Les mêmes qui vous ont refusé, donc, disons, les financements, vous reconnaissent et vous envoient des personnes pour que vous essayez de débrouiller leur cas. Alors là, il se pose un cas de conscience. Qu'est-ce que vous faites? Vous jetez la personne? C'est une personne qui est des vôtres, qui se trouve dans des difficultés, mais nous continuons à accompagner. Mais je dis, le secret, c'est vraiment, c'est la volonté. Je dis, quand on y croit, ben, on trouve les voies et moyens. Des fois, on est obligé de faire appel à des gens qui nous prêtent carrément l'argent. Hein. La dernière fois, on se disait, bon, il y a des dames qu'on reçoit ici, des fois, on donne de notre poche, carrément. Et ça, nombre de fois qu'on se dit, bon, maintenant, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, mais bon, dans certaines circonstances, si vous étiez à l'AG, c'était le 23 mai, c'est ça? Il y a eu un débat autour de ça. Hein, et souvent, c'est-à-dire, on y laisse de notre temps, hein, je dirais même de notre santé, et des fois de notre poche. Tous les déplacements qu'on fait, pour la plupart du temps, moi je suis par Monzévo, eh je ne demande rien à l'association, parce que j'y crois tout simplement. On était à Dunkerque, on était à Liévin le mois dernier.
À qui voulez-vous? Ou quand je cours tout le temps à Roubaix, je ne vais pas commencer à tenir. Il faut y croire, c'est tout. Et quand on y croit et qu'on se dit, je vous dis, il y a des moments où je pique des colères, où je me dis, ça suffit, c'est pas possible, quoi. On se fout de nous, et je me dis un coup de pied, et puis voilà, quoi. Vous savez, et puis en plus, il y a des gens qui s'imaginent. Le budget est comment l'appelle-t-on, est visible, hein, notre budget est visible pour tout le monde. Parce que des fois, il y a même des personnes accompagnées qui ont des comportements, des fois, tu te dis, mais bon sang, ils s'imaginent peut-être qu'on reçoit des mannes, des sommes importantes pour les accompagner, et qu'on est vraiment à leur disposition, donc de temps en temps, on pique des colères, bon, qu'est-ce que vous voulez. Et les gens, ils peuvent, je dis, il faut y croire. Il faut y croire. Quand nous, on a créé la RIFEN, toutes les dames autour de la table, hein, elles avaient leur job quelque part. Et moi, la RIFEN ne m'apporte rien sur le plan pécuniaire, mais sur le plan d'une satisfaction d'avoir aidé. Je vais vous raconter juste une petite épisode. Une fois, je revenais d'un rendez-vous avec un bailleur. J'étais tellement en colère, j'avais pris mon métro, et j'étais descendue du pont de bois, j'étais mais vraiment en colère, je me suis dit là, je ne vois pas pourquoi. Je pourris ma vie, vraiment pourrir ma vie. Ça a une répercussion sur mon travail, sur ma vie, disons, familiale. Heureusement, et là aussi, je tiens à remercier et mes enfants et mon époux qui ont adopté la cause avec moi. Et puis, donc, je me suis dit, d'ailleurs, je dis, j'en ai marre, je crois que là, je laisse tout tomber. Je marchais pour aller chez moi et j'entends Maman Eliane. Honnêtement, ça a doublé ma colère. Je me suis dit, aucune de mes filles n'est dans la région. Au moment où je parlais, je dis, et qui c'est qui m'appelle encore maman? Je me suis retournée après. Elle m'a rappelé cette dame, parce que la première fois, honnêtement, j'ai fait la sourde. J'étais vraiment en colère. Je me suis retournée, quand elle a rappelé encore Maman Eliane, j'ai vu une dame qu'on avait accompagnée avec son petit garçon et ma colère est tombée. Quand j'ai vu ce petit bout de chou, à l'époque où la maman était dans des difficultés incommensurables, on a essayé de l'accompagner. Elle s'en est sortie. Elle avait un boulot. Ce garçon était charmant comme tout mignon, bien habillé. Je me suis dit, même si vous aidez à en relever une, eh bien, ce sera une en moins. Et ma colère est tombée comme ça. Et souvent, c'est ça, c'est-à-dire, il y a des moments où on est vraiment, vraiment au creux de la vague. Mais quand on a des objectifs, parce que c'est mon leitmotiv, hein, moi je me dis, dans la vie, quand vous avez des objectifs, vous avez le cap à atteindre. Moi, je regarde devant moi. Et toute l'équipe me suit. Et je tiens à les remercier aussi. Nombre de fois où des fois on est ici jusqu'à des heures impossibles. Est-ce que je les paie à l'heure complémentaire? Pas du tout. Pas du tout. Mais seulement, on essaie de créer, et j'espère qu'elles ne me démentiront pas, j'essaie de créer une ambiance familiale, de leur faire comprendre que bon, ce qu'on fait, mais c'est du bien, quoi. Nous avons nos problèmes, tout autant que nous sommes. Mais il y en a qui en ont davantage. Et nous aussi, dans la mesure où nous pouvons apporter un petit plus à des personnes comme nous ne devons pas nous arrêter. C'est vraiment la motivation, parce que même les salariés, hein, moi quand je vous dis combien elles perçoivent, des fois je suis embêtée de dire, mais bon sang, c'est pas pensable. Mais elles continuent parce qu'elles y croient. Elles y croient avec moi, elles y croient avec nous, les administrateurs, et c'est à partir de là que, ou de temps en temps, tout à l'heure j'étais revenue entre deux, je passe ma vie à courir, le temps que je m'arrête. Et puis il y avait Béa qui disait, voilà, qui nous a lu le message d'une dame qui remerciait. Vous ne croyez pas que c'est... Mais sinon, je peux vous dire qu'au niveau du financement,
C'est la désolation parce que normalement, hein, pour faire le travail que nous faisons sur le terrain, je pense qu'on devrait tripler le nombre de salariés. Tripler le nombre de salariés, ce ne serait pas de trop. Ça nous permettrait au moins de nous coucher à des heures raisonnables et à nous lever à des heures raisonnables aussi. C'est vraiment cette volonté, cette conviction. Je suis une personne de conviction, ça a toujours été le cas. Et quand je crois en quelque chose, il y a des combats aussi bien ici que là-bas. Dernière fois, en parlant d'un combat, je dis, en l'occurrence, le viol des jeunes filles, des fillettes, hein, au sein des familles, les petites domestiques. J'ai dit, ça c'est un nouveau combat au niveau de l'Afrique. Et tant que, je dis, c'est un combat que je vais mener jusqu'à mon dernier souffle. Et je pense que quand il y a cette volonté, quand il y a cette... On trouve les forces et les moyens. Mais, si on pouvait avoir l'argent en plus, je vous assure que les 20 ans, c'est pas comme ça qu'on les fêterait. Si on avait les moyens. Et je remercie aussi, en temps, on a fait des appels à dons. Il y a quelques personnes, quelques compatriotes africains qui nous ont apporté leur soutien. Ils se reconnaîtront à travers mes propos. Je tiens à les remercier. Mais honnêtement, si je vous disais comment on fonctionnait vraiment, disons, à fil tendu, vous ne me croirez pas. Au cours de ce parcours, au cours du parcours donc, de votre organisation, quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes le plus fier et puis les choses qui vous déçoivent, qui vous ont déçu un soit peu? Ben, les choses dont nous sommes les plus fiers, moi je dis le travail qu'on a mené quand même au niveau des travailleurs sociaux, médicaux, associatifs, parce que là c'est reconnu, ils reviennent vers nous, disons de temps en temps pour nourrir, voilà. Le fait aussi d'avoir un certain nombre de femmes qui étaient vraiment cassées. Ça, c'est un plaisir de voir des femmes qui étaient vraiment cassées, se relever. Et aussi, nous avions fait une série de créativité. C'est pas pour me vanter, il y a des femmes qui, grâce à cette créativité, ont pu créer leur emploi. Il y a celles qui le reconnaissent et qui le disent partout. Et donc, il y a celles qui le reconnaissent, qui le disent. Les autres, moi je me dis, le principal, c'est qu'elles s'en soient sorties. Qu'elles le reconnaissent officiellement ou non. Le résultat est là. C'est le plus important. Le négatif, c'est que, je dirais, il y a malheureusement des pratiques contre lesquelles nous battons, qui reculent, mais pas assez vite de mon point de vue. Autre chose aussi, c'est que je me dis, au départ, moi j'avais l'idée de créer vraiment une vraie chaîne de solidarité, c'est-à-dire on m'épaule, on m'accompagne, on me sort d'eux, je tends la main à l'autre après. Malheureusement, nous n'avons pas cette dynamique dans notre communauté. À tel point que il y a des gens, ce sont des consommateurs. Ce sont des consommateurs, je viens quand j'ai besoin, j'ai ce que je veux, je me casse, et mieux, je peux, quand l'occasion se présente, je vous casse du sucre sur le dos. Mais là, pour ça, mon dos est plus que résistant. Je crois qu'il y a eu tous les sucres, mais ce sont les sucres qui se sont cassés, parce que je ne tombe pas dans ces travers-là. Et mon équipe aussi, des plus jeunes de temps en temps se relèvent, se révoltent, je leur dis, on se calme. La RIFEN aujourd'hui, c'est combien d'adhérents, combien de bénévoles qui travaillent pour faire avancer les choses? Alors, disons des bénévoles vraiment dynamiques qui viennent, bon, pas tous les jours, mais des gens sur qui je peux compter. Tout à l'heure, en rentrant, je dis, mais tel est venu. Il y a quand même une bonne dizaine. Hein, des gens qui viendront délibérément, sans rien attendre et tout ça. Les adhérents, ça c'est le problème actuel, parce que je disais récemment que quand on parle d'adhérents maintenant, ce sont les personnes qui sont à jour de leur cotisation. Là, je dirais, si on comptabilise les personnes à jour de leur cotisation, dernier compte qu'on a fait avant l'AG, on n'était que 37.
Par contre, c'est-à-dire que nous, au départ, on se disait, tu adhères à la RIFEN en payant 10 €, c'est une adhésion définitive. Si tu veux, après, te retirer, tu fais un courrier, c'est-à-dire les choses sont faites officiellement. Si on comptabilise toutes ces personnes qui avaient adhéré en ce moment, là, on approche la 80e. Donc, c'est pour ça que je disais, tout dépend de comment on voit les choses. Sans compter que parmi les femmes accompagnées, il y a certaines qui disent on veut bien, mais on n'a pas de quoi payer. Là aussi, il y a eu tout un débat autour lors de notre dernière AG. Donc, vous voyez, donc je dis le nombre, disons, comment appelle-t-on, de sympathisants, là, je ne peux pas vous donner le chiffre, est immense. Par contre, alors, et là aussi, l'appel que je lance, parce que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de dames françaises qui nous épaulent, pas financièrement, hein, mais qui nous soutiennent par des, disons, qui nous encouragent et tout. Je tiens à leur dire que quand vous lisez ce qui les arrête, ce qui les freine, c'est le titre de femme noire. Elles disent, on adhère à la cause, mais je dis non. Vous prenez les statuts, on n'a pas besoin d'être femme noire pour être membre de la RIFEN. Les statuts acceptent les femmes de toutes les origines. Mais malheureusement, il y a des copines. Mais maintenant, je vous dirais que nous avons quatre dames franco-françaises qui paient régulièrement leurs cotisations tous les ans. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est jamais évident. On peut gonfler les chiffres, mais là aussi, c'est pas du tout dans ma nature. C'est pas. Moi, je dis ce qui est important, c'est le travail qu'on mène. C'est pas raconter des choses pour bien faire. C'est pas du tout dans ma nature et dans mon mode de fonctionnement, en fait. Nous sommes à l'approche de la célébration donc, de ce 20e anniversaire. Comment vont les préparatifs? Ben écoutez, là, on court. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple dans la mesure, bon, il faut dire, les administratrices, pour la plupart, sont des salariés. Bon, moi, je suis retraitée maintenant. Et c'est vrai que du temps même où je travaillais, j'étais une salariée un peu folle, donc je passais un temps fou. Et puis maintenant, il y a les personnes qui viennent donner un coup de main. C'est pas facile, c'est pas facile. Bon, il y a eu aussi quelques soucis de santé, de ceci, de cela, qui ont freiné les choses. Si bien que, et il y a aussi le côté financier, il faut dire les choses comme elles sont. Si bien que nous avons dû revoir les choses à la baisse. Tout à l'heure, je vous disais, si nous avions les financements que les gens s'imaginent, rassurez-vous, hein, si je veux vous organiser une belle fête, je pense que, et moi et celles qui m'accompagnent, aussi bien comme administratifs que comme salariés, ou les bénévoles, nous sommes capables de faire de belles choses, mais financièrement, parce que jusqu'à ce jour, aucun financement 2017 n'est encore tombé. Hein. Et pourtant, il y a des salariés à payer. Aucun financement. On a eu le FONGEP qui a versé la moitié du financement, qui est autour de 2 500 €, la moitié de son financement. Et c'est tout ce que nous avons eu comme financement depuis que nous sommes entrés en 2017. Et là, nous sommes bientôt fin juin. Mais rassurez-vous, l'URSSAF, par contre, ne vous fait pas de cadeau. Donc l'URSSAF a fait son prélèvement en janvier, au mois d'avril, et là, ça va retomber mi-juillet. Comment on fera tout ça? Vous savez, c'est des soucis, ce sont des soucis qui se rajoutent aux soucis, mais on essaie de faire face à tout ça. Donc, ce côté financier aussi nous a beaucoup freiné. Vous voyez, par exemple, pour tout ce qui est communication, vous savez, vous faites appel maintenant à des communicants et autres, il faut payer, hein, ne serait-ce que la compte, etc. Donc, on a freiné les choses. Et on a envoyé, disons, une première communication toute simple en attendant de sortir pour que les gens puissent bloquer leur agenda quand même. Donc, il y a ça. Et on a revu des manifestations aussi au rabais quelque part.
parce qu'on avait prévu des cafés littéraires, on avait prévu des conférences et tout. Depuis la semaine passée, on devait en tenir aussi cette semaine. Et puis tout compte fait, comme dans la vie, il faut savoir être raisonnable, eh bien, on s'est nous nous sommes résolus plutôt à faire une exposition, c'est-à-dire à présenter un peu les temps forts de la RIFEN depuis du Nord-Pas-de-Calais depuis sa création, donc le vendredi à la salle Masquelier. Et puis, et ça aussi, hein, nous sommes obligés de monter un certain nombre de tableaux, d'affiches nous-mêmes, alors que si nous avions les moyens, ce serait l'occasion de faire travailler des personnes, qu'elles soient de notre communauté ou des jeunes, voilà. Mais bon, faute de moyens, il y a beaucoup de choses que nous faisons nous-mêmes. Et le samedi, parce qu'au départ, on voulait remettre en place l'exposition des femmes créatrices. Les contacts étaient déjà pris au niveau non seulement de la région, mais de Paris et tout ça. Mais tout ce monde-là, il faut les faire venir, il faut les loger, il faut. Où trouver l'argent? Donc du coup, il y aura l'exposition, il y aura... comment appelle-t-on, un petit cocktail, puisque là aussi, nous savons nous débrouiller pour faire les jus nous-mêmes, pour faire des petites choses, pour passer du bon temps, un bon moment ensemble. Donc ça, ce sera fait le vendredi pour avoir une ouverture officielle. Et le samedi, il y aura bien sûr un repas. Donc le vendredi, bien sûr, c'est gratuit, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, le samedi, donc il y aura aussi un diaporama qui va tourner. Le samedi, il y aura cette soirée avec un groupe de djembé qui va animer donc, des témoignages. Là, on va quand même, parce que là, on sait s'amuser avec de petits moyens. Donc, on aura une soirée, je l'espère, très agréable à la salle Masquelier aussi, jusqu'aux environs, aux alentours de 2 h du matin. Ceci dit, il y a des cafés littéraires que nous avons reportés au mois de septembre, en espérant que d'ici là, il y a quelques sous qui tomberont. Donc voilà un peu... Au-delà de cette célébration, quelle vision futuriste pour la RIFEN? Quelle vision? À court, moyen, long terme. Oui, quelle vision? Disons que bon, le cap est toujours le même, mais c'est vraiment arriver à faire reculer un certain nombre d'idées reçues. Ça, je pense que c'est très important. Changer les mentalités, c'est pas facile. Faire reculer aussi, tout au moins déjà au sein des personnes qui vivent ici, puisque nous avons des groupes de parole, etc. Disons, la perpétuation de certaines pratiques coutumières néfastes à la santé de la femme. Ô combien aussi les violences conjugales, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Hein, donc, on fait beaucoup de médiation. Les gens, là aussi, au début, pensaient que la RIFEN est là pour pousser les femmes au divorce. C'est vraiment mal nous connaître, quoi. C'est mal nous connaître, donc c'est faire, voilà, il y a ça. Et puis aussi, l'épanouissement de nos enfants dans cette société. Parce que il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance déjà de la part des adultes qui viennent. Parce que actuellement, nous recevons beaucoup de femmes parce que c'est vrai que notre public est plus, le public que nous accueillons est plus femmes. Des fois, c'est la famille qui vient. Des femmes qui sont parties parce qu'elles étaient dans des situations vraiment invivables, qui ont traversé, qui au cours de leur traversée ont eu à rencontrer d'autres difficultés. Et ici, n'en parlons pas. Donc il y a ça, mais il y a aussi de plus en plus, je ne sais pas si vous l'avez observé, de plus en plus de jeunes migrants et aussi des jeunes tout court, des personnes qui sont dans... Il y a même beaucoup de problèmes psychologiques. Des personnes qui ont fait des études et qui se retrouvent sans travail, qui sont complètement déboussolées. Et ça, je pense que
il y a encore beaucoup à faire. En matière, bien sûr, d'orientation scolaire, oui, aller vers les métiers qui sont porteurs, mais aussi travailler, nous sommes dans les différents réseaux en matière d'insertion professionnelle, faire en sorte que nos jeunes soient reconnus pour ce qu'ils sont et qu'ils puissent aussi trouver leur place dans la société. Alors il y a aussi tout un volet Afrique, le pays d'origine. C'est vrai que depuis le départ, nous avions à cœur de montrer ce que, vous me direz, on parle toujours des femmes. Les femmes traînent avec elles les hommes et les enfants. De montrer ce que les femmes font de positif, même chez nous. Leur combat, en quelque sorte, pour les valoriser, etc. Et quand on voit, on rentre régulièrement au pays, qu'on voit tout ce qu'elles subissent, malgré le fait que nous soyons au XXIe siècle. Je pense que là aussi, nous avons beaucoup à faire. C'est pour ça que, depuis l'année dernière, nous épaulons des structures de femmes qui sont là-bas pour la formalisation de projets, des aides au financement, etc. Parce que ça permettra aussi de maintenir sur place des femmes qui ne cherchent qu'à trouver, disons, une place, disons, honorable et correcte dans la société. Donc, cette année, bon, nous accompagnons une association de femmes qui veut créer une activité génératrice de revenus, etc. Donc, il y a bien sûr ici continuer ce que nous faisons en matière de déstructuration des idées reçues pour faire perdurer certaines pratiques. Là, je crois que ça suit son chemin. Quand on va dans les groupes de travail, de parole, on se rend bien compte que les choses évoluent, mais aussi avoir, disons, un regard vers notre jeunesse. Et quand je parle de jeunesse aussi, il y a les personnes vieillissantes. Il y a les personnes vieillissantes parce que là aussi, il y a des informations à apporter à ces personnes vieillissantes-là pour qu'ils puissent ne serait-ce que bénéficier de leurs simples droits. Ceux qui ont travaillé ici, de quels droits à quoi ils ont droit, de façon à passer une vieillesse, disons, une vieillesse apaisée. Hein. Donc, il y a beaucoup de projets, mais je dirais, c'est vraiment trouver les voies et moyens. Évidemment, pour ça aussi, nous faisons tout un travail pour, disons, pouvoir accéder à d'autres financements, parce que, comme tu l'as dit toi-même, c'est le nerf de la guerre. Et je pense que si la structure arrive, disons, à étoffer, à augmenter les financements, nous pourrons avoir un accent porté sur notre jeunesse et nos personnes vieillissantes, et aussi, étant donné qu'au sein de la structure, il y a des dames de différentes origines, hein, il y a des Guinéennes, il y a des Camerounaises, il y a des Béninoises, etc., que chacune d'entre nous, dans son pays, puisse faire en sorte d'accompagner une ou deux structures sur place pour faire décoller aussi les choses à notre petite échelle, toujours au niveau des pays d'origine. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Dame Eliane Aïssi, je rappelle, présidente de l'ARIFEN. Que voulez-vous qu'on retienne de l'ARIFEN, et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à l'ARIFEN? Ben déjà, longue vie. Déjà, nous souhaiter longue vie. Et puis aussi, ce qu'on souhaite aussi, c'est que qu'on puisse, disons, mobiliser plus de personnes autour de cette cause, parce que nous avons un volet santé, parce que je dis, l'être humain, c'est un tout. C'est un tout, on ne peut pas parler d'insertion sociale, économique, si on ne voit pas... ce qu'on veut, c'est tout simplement des hommes et des femmes et des hommes, je dirais, épanouis, qui puissent vivre vraiment, un vivre ensemble dans la société d'accueil. Ça, c'est notre... Et ça,
Eh bien, pour arriver là, il y a tellement de choses qui se greffent autour. Un logement décent, d'abord un travail décent, un logement décent, le respect de l'autre. Donc nous souhaiterons que tout ceci évolue. Hein. Et longue vie, bien sûr, et puis longue vie en bonne santé. Et longue vie en bonne santé, ben, la santé d'une structure, ben, il faut les moyens, aussi bien financiers qu'humains. Les deux d'ailleurs se sous-tendent, hein, parce que si on avait les moyens financiers, on aurait plus de moyens humains, mais aussi avoir, disons, des personnes qui adhèrent à la cause. Ce que je dis toujours, c'est, moi je vois un peu la RIFEN comme un outil que nous, à l'époque, nous avions mis en place, et au moment où on mettait en place cet outil, moi je me disais, je resterais peut-être à la tête 2-3 ans. Quand les miennes m'ont plébiscité, je me suis dit 2-3 ans, mais l'outil est là, et toute personne qui veut vraiment œuvrer dans ce sens-là peut, disons, intégrer cet outil pour en faire quelque chose de positif et de... Voilà quoi, pour atteindre. Parce que, je dis, la RIFEN pour moi, c'est un concept, ce sont des objectifs. Ce ne sont pas des individus, Pierre, Paul, non. Ce sont des objectifs à atteindre. Et ces objectifs-là, tout le monde peut contribuer à l'atteindre. Quitte à faire des critiques. J'accepte les critiques. Quand ce sont des critiques constructives, voilà, ben, écoute, pour atteindre cet objectif-là, il vaut mieux procéder de telle ou telle façon. Hein, donc moi, je le vois plus comme longue vie à cet outil dont on peut s'accaparer toute femme. Ce n'est pas une question de concurrence, de ceci. Moi, je suis usée, hein, moi j'avoue, c'est avec plaisir que, voilà, d'ailleurs, on vous annoncera des choses le 20, comment appelle-t-on, le 24 au soir, ou le 23, hein, donc je demeurerai fondatrice, mais rassurez-vous, présidente, il y en a une autre maintenant, donc depuis la dernière AG, et ça je m'en réjouis parce que ça fait des années que je dis, il faut du sang neuf, il faut du sang jeune, il faut parce que... L'effet Macron? Tout de suite, tout de suite. Alors moi je dis que quelqu'un d'autre vienne, elle fera peut-être mieux, elle fera peut-être pire, elle fera autrement, mais elle fera. C'est le principal, et toujours le cap. Ne pas perdre de vue le cap, hein, qu'on soit bien. Moi je dis, quand on fait des journées de convivialité, que je vois des dames qui étaient vraiment dans des difficultés, un peu plus épanouies, c'est le bonheur. C'est tout. Merci de cet entretien. Nous étions dans les locaux de la RIFEN, du côté de Villeneuve-d'Ascq, pour la rencontre du mois. Je le rappelle, organisée dans le cadre des festivités marquant les 20 ans d'existence de cette belle organisation qui, je le rappelle, s'intitule tout simplement la RIFEN. Merci à vous, dames, ici. Mais c'est moi qui te remercie. Ah, et comme je dis toujours, hein, j'avais une petite anecdote, on dit... Le papillon a fait pipi dans l'océan, voilà le pipi du papillon, et il dit, j'ai apporté ma petite goutte d'eau à l'immensité de l'océan. Que chacun apporte sa petite goutte d'eau et nous avancerons. Merci.